Bonjour à tous, chers étudiants. Donc, je vous retrouve pour un cours de présentation de l'Émile de Rousseau. Après le cours d'introduction à sa vie, une petite biographie la fois dernière, je vous propose un grand 2 que j'ai intitulé Émile, le projet d'une théorie de l'homme. Son petit 1 s'intitulera très sobrement La théorie de l'homme, puisque j'y aborde ce thème principal. Alors, lorsque vous avez un texte comme l'Émile, il est, vous le savez, sous-titré, ce texte, et il est sous-titré de l'éducation. Donc, manifestement, c'est un traité d'éducation, ou du moins, Rousseau le présente comme tel. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce texte est bien un traité de pédagogie, un traité d'éducation, comme le suggère donc ce sous-titre? Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que Rousseau, dans ce texte, a de bien plus grandes ambitions que de simplement donner un exposé expliquant comment élever un enfant et quelle éducation lui donner. En effet, il espère, de son propre aveu d'ailleurs, il le dit lui-même, donner dans ce texte l'Émile un exposé philosophique qui soit le plus abouti possible le concernant de ce qu'est l'homme. Donc il y a bien une théorie de l'homme, d'où ce sous-titre du petit 1, à savoir une théorie globale de ce que l'être humain c'est-à-dire de ses dispositions naturelles, de ses possibles, de la manière dont il peut réaliser son humanité, c'est-à-dire, dans le vocabulaire de Rousseau, sa perfectibilité. Je vous rappelle donc que perfectible suppose bien sûr que l'être n'est pas parfait, c'est une capacité de perfectionnement, comme tout nom dont le suffixe est en ible et qui désigne la capacité de ou la possibilité de quelque chose. Donc, on a un être qui est capable de se perfectionner sans cesse. Et donc, ce caractère particulier de l'humanité qui va être analysé ici part du principe que lorsque l'être humain naît, eh bien, il est doté d'un naturel plutôt bon. Alors cette thématique de la bonté naturelle, je serai amenée à y revenir ultérieurement. Il ne s'agit pas d'une bonté au sens où véritablement l'être serait doté de qualités et de vertus morales. Elles ne sont pas encore développées lorsqu'il naît. Mais il n'a pas d'agressivité naturelle, il n'a pas de mal en lui, une espèce de mal co-substantiel, comme le mal originel dans l'idée que nous naissions en tant que chrétiens tous pécheurs, par exemple. Ça n'existe pas chez Rousseau. Et puis, bien évidemment, qui dit théorie de l'homme présuppose d'analyser ce que seront ses capacités lorsqu'on les déploiera, et c'est dans ce cadre-là que la pédagogie a son mot à dire. Lorsque vous avez un potentiel chez l'être humain et que ce potentiel mérite d'être perfectionné, eh bien la question se pose de savoir de quelle manière opérer ce perfectionnement. Il y a peut-être des modes de pédagogie qui vont gâcher ce beau potentiel de l'être humain, le transformer, le pervertir. Donc on va travailler à analyser la manière heureuse de déployer ces possibles. On travaillera également dans ce texte de l'Émile sur l'homme dans ses bonheurs, ses malheurs, c'est-à-dire sa nature humaine avec tout ce qu'elle a de désirant, ses besoins, ses désirs, ses malheurs, ses bonheurs, ses aspirations avortées ou au contraire réalisées, comblées. Et bien évidemment, qui dit théorie de l'homme dans sa globalité présuppose d'analyser également son inscription dans la société des hommes. Et ça, c'est plutôt l'objet des 2 derniers livres, et notamment du dernier, le livre 5 de l'Émile, qui aborde cette question de Émile adulte, Émile vivant auprès de ses congénères et devant d'abord prendre femme, épouse, compagne, et puis avoir des relations avec d'autres hommes, avec donc ses congénères. Donc vous le constatez, la pédagogie n'est ici qu'un aspect du livre, privilégié certes, puisqu'il occupe une bonne partie de l'ouvrage, mais qui n'épuise en rien ce texte. Et Rousseau nous dit exposer sa théorie de l'homme, vous comprenez donc que ce texte excède largement un simple traité d'éducation de pédagogie. Alors, il y travaille à ce projet de l'Émile dès 1755, notamment lorsqu'il publie son fameux discours sur les origines et les fondements de l'inégalité parmi les hommes.
Donc ça veut dire que cette théorie de l'homme, elle est déjà un projet de longue date, puisque je vous rappelle que 55, date de parution de ce discours sur l'inégalité, précède de 7 années le texte de l'Émile, qui ne paraît qu'en 62. Donc un projet de plusieurs années, et qui, on pourrait le dire, occupe finalement toute l'existence de Rousseau, puisque la question qu'il se pose, hein, en fin de compte, c'est qu'est-ce que l'homme, hein? Il ne cesse de se la poser. Donc le problème, vous le voyez, général posé par la philosophie de Rousseau, est un problème en quelque sorte d'anthropologie, d'étude de l'homme, et notamment du rapport que l'homme entretient avec la nature. Alors ça, c'est un point important. En effet, l'une des questions qui traverse vraiment toute l'œuvre de Rousseau, c'est de savoir ce qu'est l'homme à l'état naturel et ce que l'éducation, puis ensuite l'inscription en société, vont faire de lui. Est-ce que ce potentiel d'être qu'il avait à la naissance va être perverti, c'est-à-dire que ce naturel, cette nature va être perdue, ou est-ce qu'au contraire, on va pouvoir le déployer et le conserver? Donc le rapport de l'homme à la nature présuppose forcément, vous le voyez, un rapport triangulaire. C'est pas tant l'homme et la nature qui est le questionnement, mais l'homme, la nature et la culture ou la société, c'est-à-dire ce trio indéfectible. L'homme est naturellement quelque chose, mais il est aussi travaillé par la culture et l'éducation. Alors il semble en effet à Rousseau que globalement, lorsqu'on observe les hommes, eh bien on les observe plutôt malheureux et plutôt mauvais. Ce qui sans doute explique que des autres philosophes contractualistes comme Hobbes par exemple aient été attachés à cette idée que si les hommes étaient mauvais, c'est que leur naturel devait l'être, hein, lui aussi. Or, Rousseau va nous montrer que ce qui est en l'état présent des choses, c'est-à-dire des hommes qui globalement sont rongés par la vanité, menteurs, vivant des situations complètement inégales, d'où le discours sur les fondements de l'inégalité, donc des inégalités scandaleuses, des hommes qui sont rongés par leurs désirs, leurs ambitions, leur avidité, hein, pour le dire simplement. Est-ce qu'ils ont toujours été ainsi ? On les constate tels dans la société qui est celle de Rousseau. Il est sidéré par les vanités, les ambitions, les relations de pouvoir qui occupent les êtres humains. Et la question qu'il se pose, c'est, au fond, ces hommes ont-ils toujours été ainsi que nous les voyons, ou ceux-là, vaniteux, menteurs, inégaux, etc., le sont-ils devenus? Et vous comprenez donc que la question qu'il se pose dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes suggère que cette inégalité n'est pas naturelle, puisqu'elle a une origine, c'est-à-dire qu'elle est un état historique, un état social qu'on pourrait tout à fait éventuellement enrayer ou endiguer, puisque ce que l'histoire a fabriqué, eh bien l'histoire pourrait le défaire. Et donc de la même façon, si les hommes sont devenus cela et ne l'étaient pas à la base, à leur état naturel, eh bien la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi et comment le sont-ils devenus? Qu'est-ce qui, dans leur vie sociale, donc là c'est plutôt le texte du contrat social, ou dans leur éducation, et là vous avez vraiment le cœur des premiers livres de l'Émile, qu'est-ce qui, dans leur éducation ou dans leur vie sociale, les a pervertis au point que ce naturel, qui était plutôt de vérité, les enfants ne naissent pas en mentant, qui étaient plutôt de besoins simples et non d'avidité ou d'ambition délirante, et bien pourquoi ce naturel de simplicité a-t-il été perdu, hein? Et éventuellement, vous comprenez que là aussi c'est un enjeu, est-ce qu'on pourrait préserver ce naturel au lieu de le détruire de manière si systématique, puisque la plupart des hommes sont en effet méchants, vaniteux, etc. Est-ce qu'on pourrait éviter de les rendre tels, s'ils le sont devenus par une mauvaise éducation, une mauvaise vie sociale, et à quelles conditions donc fabriquer une éducation qui évite ce genre de travers-là? Et donc, la position de Rousseau, elle est très très claire, hein. Eh bien, non, les hommes ne sont pas de toute éternité avides, méchants, désirants, pécheurs, etc., menteurs. Ils sont devenus cela, ce qui présuppose qu'ils ne sont pas nés ainsi, s'ils le sont devenus, et qu'il faut revenir à cet acte de naissance primordial pour comprendre que ce que la nature a fabriqué, eh bien, nous pourrions éventuellement essayer de le préserver intact.
Donc on retrouve finalement une intuition qui est très célèbre et qui nous vient déjà de la Renaissance. Pensez à la phrase d'Érasme, hein, un célèbre éducateur lui aussi à sa façon, qui dans son ouvrage Les Colloques disait on ne naît pas homme, on le devient. Alors le latin dit fingitur, c'est-à-dire l'homme est fabriqué tel, il ne naît pas homme, il est fabriqué homme en quelque sorte, donc on a traduit vulgairement par l'homme ne naît pas homme, il le devient, mais ce devenir est une fabrication, c'est-à-dire que c'est bien social et culturel ce qui se joue. Donc si l'on est fabriqué ainsi par nos éducateurs et par nos relations sociales, eh bien ce que nous avons fabriqué est mal fabriqué, peut-être que nous pourrions mieux le fabriquer. Et là, vous constatez que la théorie de l'homme s'inscrit bien évidemment dans un projet de pédagogie, parce que si on ne naît pas homme mais qu'on le devient, pour faire un homme, au sens authentique du terme, il faudra le fabriquer tel. Il faudra faire en sorte que l'éducation ne rate pas le coche, ne rate pas l'opportunité de faire un homme au sens noble du terme. Donc, pour comprendre l'homme, pour produire une théorie de l'homme, vous le sentez, il faut remonter à sa petite enfance. Hein, on est ce qu'on est devenu parce qu'on a été fabriqué ainsi. Donc, essayons de revenir au premier moment de la fabrication de cet homme, voir ce qu'il s'est produit, comment l'enfant s'est développé, selon quels principes il s'est développé. Hein. Il faudra comprendre la nature humaine, et dégager ce qui est le propre du petit homme lorsqu'il vient de naître, quelles sont ses tendances, ses dispositions naturelles, ses aptitudes, et on comprendra à partir de ce naturel ce qu'est la destination, c'est-à-dire la visée de l'être humain. S'il a des aptitudes, eh bien ces aptitudes, il faut pouvoir les déployer. Hein. Donc on comprend la destination de l'être humain, c'est-à-dire pourquoi, en deux mots, pour plus loin quoi l'être humain, lorsque on interroge un pourquoi causal, donc en amont et non en aval. Pourquoi, étant donné que voilà, on a un petit bébé là, pourquoi il est comme ça, quelles sont ses aptitudes et comment on pourra les développer pour fabriquer l'homme de demain. Donc éduquer, vous le voyez correctement, implique qu'on constitue une science de l'homme. C'est important, les deux projets sont indissociables. On comprendra ce qu'est un être humain, ce qu'on attend de lui, et comme on aura compris sa visée ou sa destination, eh bien on pourra fabriquer une éducation qui préserve cette visée intacte sans la pervertir en aucune façon. Donc on va analyser le potentiel à exploiter chez l'enfant, c'est-à-dire son naturel premier. Donc vous voyez, il s'agit bien de comprendre l'éducation en amont. Pourquoi éduquer un être humain? À quoi ça sert? Il s'agit de fabriquer une certaine idée d'homme. Et en vue de quoi? Pour quelle fin? Quelle est cette idée d'homme à promouvoir? Voilà pour ce petit 1 qui, vous le voyez, nous réinscrit dans un projet beaucoup plus large, beaucoup plus vaste qu'un simple projet éducatif, mais où le projet éducatif prend sens en vue de la fabrication d'un homme non perverti par la société ou l'éducation. Je vous propose un petit 2 qui va analyser la méthode de Rousseau. Ce petit 2, je l'ai intitulé « Une méthode non empirique ». Alors, je vous rappelle rapidement ce qu'il en est des deux termes de méthode et d'empirie. Donc, méthodos, ça vient du mot odos, O-D-O-S, qui en grec veut dire le chemin. Et M-E-T-H, désigne le fait de la droititude. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode? Littéralement, c'est le chemin le plus droit. Lorsque vous faites de la méthode, la méthodologie, en dissertation, en commentaire de texte, eh bien, on vous enseigne la méthode, c'est-à-dire le plus droit chemin pour arriver à cette fin qui est la dissertation ou le commentaire de texte. Donc, une méthode, c'est quelque chose que l'individu humain s'assigne dans la perspective de l'efficacité. Il faut une méthode qui soit efficace, c'est-à-dire qu'il soit le chemin le moins sinueux, le plus droit pour atteindre un objectif. Voilà ce que c'est que la méthode au sens littéral du terme. Et je vous disais que la méthode de Rousseau, petit 2, la méthode non empirique, serait non empirique, c'est-à-dire qu'elle n'en passerait pas par l'expérience. Alors ça, c'est un point sur lequel il faudra être vraiment dans la finesse pour ne pas faire de contresens, parce que vous verrez le petit personnage d'Émile ne cesser de faire des expériences, donc on pourra imaginer qu'il y a une certaine démarche empirique dans le mode éducatif de Rousseau. Cependant, lorsque je dis qu'il n'y a pas de méthode empirique, c'est au sens où Émile n'existe pas. Émile n'est pas un véritable petit enfant de chair, d'os, sur lequel eh bien, un véritable individu
pédagogue, un percepteur, un professeur particulier, si vous préférez, ferait son travail d'éducation de manière concrète. C'est bien un projet théorique que ce texte, une longue théorie, un gros bouquin que Émile. Et la méthode de Rousseau commence toujours par écarter les faits. Et c'est une méthode que l'on retrouve d'ailleurs dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. C'est une méthode tout à fait originale. Il nous dit que pour comprendre les sociétés existantes, pour comprendre les inégalités qu'on y voit, puisque je vous rappelle que ce texte portait sur ce sujet-là, il faut faire l'hypothèse de quelque chose qui n'est pas, qui n'a peut-être jamais été, et qu'il appelle un état de nature. Je vous rappelle que lorsque vous travaillez sur l'état de nature, avec un petit e, ça n'est pas l'état au sens de l'institution politique, mais bien un état de fait, d'accord ? Eh bien, lorsque vous travaillez sur l'état dans lequel les hommes se trouvaient au niveau naturel, avant qu'il y ait la société civile et l'État, vous êtes en train de créer une fiction. Cet état n'a sans doute jamais existé. Il n'est absolument pas un état historique avéré. Les hommes n'ont pas d'abord vécu sans relations sociales, puis tout à coup, dans des relations sociales. L'état de nature est une hypothèse, une fiction de l'imagination, et jamais Rousseau ne prétend le contraire. On pourrait dire que c'est un état anhistorique, en un seul mot, anhistorique, littéralement non historique. Ça ne renvoie absolument pas à une époque où les hommes auraient vécu ainsi, avec une espèce de rupture qui serait une date à partir de laquelle ils auraient vécu autrement avec l'état civil et l'État. Donc l'état de nature n'est pas un état historique, c'est un état hypothétique, et je voudrais simplement vous évoquer une formule qu'on trouve dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes et qui fera écho avec le texte de l'Émile. Il nous dit que c'est un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. Donc, j'ai besoin de comprendre le présent. Dans le présent, il y a des inégalités, il y a des gamins mal éduqués, il y a des hommes qui manifestent une mauvaise éducation, ça c'est une évidence. Donc, on va essayer de comprendre d'où ça vient, et pour ça, on ne va pas aller chercher l'enfant qui a été. D'abord, vous êtes d'accord que si vous êtes adulte, vous ne pouvez pas revenir en arrière, le temps n'est pas réversible, on ne va pas revivre l'enfance pour savoir pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Mais on va faire l'hypothèse d'un état antérieur à cet état des inégalités criardes, et on va regarder ce que pouvait être l'homme avant cette inégalité, cet état d'inégalité présent. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'homme entièrement naturel que Rousseau cherche ici, vous le voyez, à isoler en le distinguant de ce qu'il est devenu, n'existe pas. Et au fond, nous pourrions dire aussi que Émile n'existe pas. Si l'on entend par exister le sens de la réalité factuelle. De fait, Émile est une fiction de la littérature, il est une espèce d'idée d'enfant, mais sûrement pas un enfant qui aurait peut-être d'ailleurs réagi tout autrement à l'enseignement que Rousseau, lui impose, mais en fait c'est plus une proposition qu'une imposition, on y reviendra. En tout cas, vous le voyez, la notion de nature, qui va être cruciale dans le texte de l'Émile, ne relève donc pas chez Rousseau du domaine de l'expérience sensible. Cette nature n'est pas quelque chose dont on a fait l'expérience en la vivant, c'est un état fictif, c'est une construction de la pensée, expression qui est utilisée par Rousseau lui-même, construction de la pensée. Donc Rousseau commence, vous le voyez, par écarter les faits. Alors pourquoi ? Parce que justement, il nous dit que ce dont nous avons l'expérience, ce dont nous avons l'empirie, un état empirique, ce dont nous avons l'expérience, ça n'est que de l'état social existant. Nous ne connaissons que un état très largement éloigné de ce que l'état naturel ou original a pu être. Donc c'est pour cela que les hommes et les enfants, tels qu'ils existent de fait, c'est tout ce qu'on peut observer. Voilà à quoi ressemblent les enfants aujourd'hui. Voilà ce que sont les hommes de nos jours. Mais ce que veut Rousseau, c'est imaginer ce que donnerait une éducation à partir d'un enfant qui, au sortir du ventre de sa mère, serait non pas perverti d'emblée par la vie sociale, par ses parents. Dans un premier temps, on verra que les parents ont une incidence assez négative sur le petit enfant, ce qui fait qu'il a d'emblée été perverti. Mais Rousseau s'imagine ce qu'il aurait pu être, cet enfant, s'il avait suivi les enseignements d'une espèce de pédagogue idéal, lequel n'existe pas non plus.
Donc vous voyez que c'est une méthode assez étonnante. Pourquoi cette méthode? Eh bien parce que l'intuition de Rousseau, c'est que ce naturel, eh bien la société, la vie sociale, l'éducation telle qu'on la donne, l'a étouffé, l'a perverti. Donc il faut revenir à une hypothèse d'être humain en quelque sorte intacte, pure de toute transformation pédagogique, excusez-moi, ou sociale, et pour cela, il faut bien imaginer quelque chose qui n'existe pas. Il reproche en effet à ceux qui se réfèrent à des états de nature comme s'ils étaient par exemple des états de fées, une fiction aberrante. Je vous donne un exemple très concret. Lorsque par exemple dans les textes de la Bible, et ça vaut pour tous les textes fondateurs des monothéismes, hein, on vous décrit l'être humain, on vous décrit un homme primitif qui a reçu déjà des préceptes. D'abord, on ne vous montre pas Adam, enfant. Adam est déjà adulte. Et non seulement il est adulte, mais en plus il a été averti par la divinité, qui est une sorte de pédagogue premier, en lui disant par exemple qu'il n'avait pas le droit de toucher à ce fruit de cet arbre-ci, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais que dans tout l'Éden, il peut se nourrir de l'arbre de vie ou d'autres réalités qui s'y trouvent. Donc ça veut dire que dans la Bible, eh bien, on ne vous présente pas d'enfant ayant maturé, en quelque sorte, étant devenu ce Adam qui, à un moment donné, va pécher. On ne sait pas pourquoi il pêche, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison en soi, si c'est une espèce de bravade ou de séduction par un principe qui serait le mal. Enfin, c'est difficile d'expliquer comment Adam devient cet être qui va se pervertir et commettre le péché originel. Donc, parmi les faits, il évacue à la fois les faits théologiques, les faits qui se trouvent dans les textes saints, parce qu'ils ne le satisfont pas. Ces hommes primitifs, dit-il, ont déjà des lumières, c'est-à-dire ont déjà reçu des enseignements, ont déjà reçu des préceptes. Ils sont déjà en quelque sorte éduqués, puisqu'il y a un éducateur qui leur dit « ça tu le fais pas ». Et c'est le Dieu qui commande et qui dit « voilà les commandements, voilà ce que les hommes ont le droit de faire et voilà ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ». Dès qu'il y a commandement, vous sentez bien qu'il y a eu une éducation, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas, le jeune homme n'est pas libre, en quelque sorte, et naturel, il est déjà travaillé par un apport d'éducation. Donc, il vise, vous le voyez ici, les théologiens qui voudraient trouver l'état de nature dans l'Éden. Pour lui, l'état de nature n'est absolument pas l'Éden, puisque dans l'Éden, on a déjà des êtres humains qui sont dotés d'un certain savoir qui leur a été délivré par la divinité. Quant aux visions philosophiques de l'état de nature, pensez à Hobbes par exemple, qui donne d'emblée à l'être humain une espèce de méchanceté chronique puisqu'il est désirant, donc s'il est désirant, il entre en rivalité avec ses congénères, s'il entre en rivalité, alors l'état de nature est un état de guerre permanent de chacun contre chacun, méchanceté, jalousie, envie, etc. Tous ces vices, en quelque sorte, semblent connaturels à l'être humain. Et bien là aussi, pour lui, cet état de nature violente lui semble non naturelle parce que cette violence, elle est acquise, elle présuppose que les êtres entrent en relation, ce qui n'est pas d'emblée le naturel de l'être humain. Et c'est pour ça que Rousseau choisit de représenter un naturel plutôt solitaire, plutôt isolé. Et ce n'est que lorsqu'en effet il sera obligé de vivre avec ses congénères que des relations interpersonnelles complexes vont se nouer entre les hommes. Mais si on prenait l'homme naturel, c'est-à-dire tout seul, au sortir, donc je vous le disais, de l'utérus maternel, eh bien il ne serait pas déjà d'emblée doté de violence, de méchanceté ou de jalousie. Donc on a une représentation ici de l'homme sauvage qui est sans commune mesure avec l'homme civil, alors que, d'après Rousseau, le problème qu'aurait Hobbes, c'est d'avoir confondu l'homme civil et l'homme naturel, étant dotés l'un et l'autre du même mauvais naturel. D'où cette phrase, il parlait de l'homme sauvage et il peignait l'homme civil. Voilà l'erreur de Hobbes, Grotius et autres penseurs du droit naturel et de l'état de nature. Pour lui, il y a eu une erreur à la base chez ces gens qui auraient confondu l'homme sauvage avec l'homme civil. Donc il faut revenir à cette séparation. L'homme sauvage n'est pas comme l'homme civil et l'homme naissant n'est pas comme l'homme adulte. Il faut absolument les distinguer. Donc, comme cet homme n'existe nulle part, je vous le disais, il va falloir l'imaginer. Et le nom que l'on donne vulgairement à la thèse de Rousseau, à savoir celle du mythe du bon sauvage, faut la prendre quand même avec pas mal de prudence. Pourquoi ? Parce que la bonté est une donnée morale. Et comme la méchanceté d'ailleurs. Hein, ça veut dire que, est-ce que nous naissons bons ? Nous naissons ni bons ni mauvais. Nous naissons amoral en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en nous de prédisposition
à la morale. Cependant, l'auteur nous dit, nous avons cependant en nous une pitié naturelle, c'est-à-dire que dès que nous voyons de la souffrance, nous sommes tentés de l'alléger. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est vulnérable, par exemple, nous allons à son aide. Il y aurait une espèce de volonté d'aider naturelle chez l'être humain. Alors, est-ce qu'elle est naturelle, est-ce qu'elle est acquise? Vous voyez que la question reste, il me semble, difficile à trancher. Rousseau fait le choix de voir dans la pitié un élément naturel qui serait là dès le petit enfant. Lorsque vous voyez un enfant qui joue avec un insecte et le déchiquette, vous pouvez douter de ce naturel bon de l'enfant, tout autant que de sa pitié à l'endroit de cet animal. En tout cas, on pourrait considérer que pourquoi il est bon? Il est bon parce que justement il n'est pas agressif. Il est bon au sens de bonasse, excusez-moi pour ce terme qui est un peu maladroit, mais il n'est pas bon au sens où il est doté de bonté, mais où il est bon de ne pas être mauvais en quelque sorte. C'est une espèce de qualité négative. Il n'est pas agressif, il n'est pas doté d'une agressivité ou d'une méchanceté naturelle, et c'est pour cela que finalement, à tout prendre, on pourra considérer qu'il est plutôt bonasse, hein, d'un naturel sans agressivité du moins. Alors écarter les faits, cela se fait donc, je vous le disais, dans le cadre de son analyse de l'état de nature dans ses textes de politique, mais ça vaut également pour l'Émile. J'y reviens en effet. Dans l'Émile, on pourrait considérer que Émile non seulement n'est pas un enfant existant, mais c'est bien une fiction. C'est pour ça d'ailleurs que ce texte peut se lire comme un traité, mais aussi comme un vaste roman, c'est un roman sans intrigue, hein, parce qu'on sait à la fin que Émile deviendra grand, enfin il n'y a pas d'intrigue, mais l'idée qu'on suive ce personnage-là, avec cette rencontre avec le pédagogue, et puis la rencontre de Sophie, bon, il y a une dimension un petit peu romanesque, et donc ça ancre bien dans le caractère fictif du projet. Et c'est pas simplement d'ailleurs un personnage fictif comme on en trouverait dans les romans, c'est bien une fiction, parce qu'un être ainsi éduqué ne se trouve pas dans la société contemporaine de Rousseau. C'est bien une fabrication. Aucun être de l'époque de Rousseau ne reçoit une éducation de ce type en ce temps-là. Donc c'est bien une fiction, enfin du moins ni en France ni en Suisse, on ne rencontre Émile. Alors il fera des liens avec les sociétés primitives que l'on découvre, vous savez, le voyage de Bougainville, on découvre les Polynésies, etc. Donc on découvre des gens qui vivent sans l'éducation, on va dire catholique, bourgeoise, traditionnelle qu'on peut avoir en France ou en Suisse. Donc il va être là porté par un discours qui est de dire regardez ce que font les primitifs avec leurs enfants. Ils arrivent à tirer quelque chose d'assez pur, d'assez naturel. Ce ne sont pas des gens qui deviennent roublards, menteurs tout de suite, épris de vanité et se désintéressant du bien public pour leur bien privé. On les voit travailler par une éducation beaucoup plus saine, d'après lui, et qui peut nous inspirer, on y reviendra. Donc je vous le disais, c'est pas simplement un personnage fictif en tant qu'il est le personnage d'un roman, c'est aussi un personnage fictif parce qu'aucun Émile n'existe en France ni en Suisse de ce temps. Il sera, d'autre part, cet enfant fictif, suivi de sa naissance jusqu'à son entrée dans sa vie d'homme, sa vie avec sa compagne Sophie, avec sa vie qui intègre aussi une société politique, etc. Ces progrès sont suivis pas à pas, dans un ordre parfait de développement. Là aussi, on sent bien la dimension extrêmement fictive du projet, parce que rien n'a été raté dans cette éducation, il n'y a pas eu d'erreur dans cette éducation. On voit que Rousseau choisit un ordre d'exposition qui est analytique, ça veut dire qu'on suit le déploiement pas à pas, le développement, l'analyse c'est le développement de chacune des facultés de l'enfant, et chacune en effet est développée jusqu'à un niveau très supérieur de développement. Donc là aussi on pourrait se demander quel enfant réel peut avoir cette éducation-là, une éducation qui ne rate rien, qui est un projet rationnel élaboré en amont. Je pense qu'en effet, on reconnaît là la dimension d'extrême fiction du projet qui, vous le constatez une fois de plus, du fait de cette exposition analytique, ne rate rien et donc s'avère être un projet non empirique. Voilà pour ce deuxième cours. Je vous proposerai la fois prochaine le plan de l'ouvrage et nous pourrons déjà attaquer plus en détail la question de son projet éducatif. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.